Jay Leno possède plus de 180 voitures. Mais si vous demandiez même à un fan dévoué d'en nommer 5 de sa collection, la plupart des gens seraient probablement à court de réponse après la troisième. Ce n'est pas parce que le reste du garage est ordinaire, mais parce que certaines de ces machines les plus extraordinaires sont presque complètement éclipsées par les noms célèbres garés autour d'elles. Cachés parmi les McLaren, les Duesenberg, les machines de course, les prototypes expérimentaux et les classiques valant des millions de dollars, se trouvent des véhicules si bizarres, si rares ou si faussement ordinaires que les téléspectateurs de longue date les ont probablement vus à l'écran sans jamais comprendre à quel point ils sont remarquables. L'une de ces machines n'était jamais censée survivre à l'ère moderne. La plupart des voitures construites à côté ont été délibérément détruites, n'en laissant qu'un petit nombre dispersé dans le monde, et même au sein de l'énorme collection de Leno, elle reste l'un des exemples les plus étranges d'ingénierie automobile jamais produit. Cela ne ressemble pas à une automobile conventionnelle au démarrage. Au lieu du grondement familier des pistons et de l'échappement, le moteur commence par un gémissement mécanique retenu, qui augmente progressivement jusqu'à ce qu'il ressemble moins à une voiture se préparant à quitter le garage qu'à un avion miniature se préparant au décollage. Ce son incomparable viennent de la Chrysler Turbine Car de Leno, l'une des expériences les plus audacieuses jamais tentées par un constructeur automobile américain. Chrysler n'a construit que 55 de ces machines extraordinaires au cours des années 1960, dans le cadre d'une expérience concrète visant à déterminer si la technologie des turbines pourrait éventuellement remplacer le moteur à piston traditionnel dans une automobile de production quotidienne. L'entreprise a fait quelque chose de presque inédit pour un tel véhicule expérimental. Elle a placé les voitures entre les mains de familles américaines ordinaires et leur a permis de les utiliser comme moyen de transport régulier. La réponse de bon nombre de ces conducteurs a été étonnamment positive. Les gens appréciaient la douceur, le son futuriste et la pure nouveauté de dire à leurs voisins que le véhicule dans leur allée était propulsé par une technologie plus communément associée aux avions. Pourtant, malgré cet enthousiasme, Chrysler a finalement détruit 46 des 55 voitures, ne laissant que 9 survivants. Les réalités économiques, les complications réglementaires et l'énorme difficulté de rendre la technologie des turbines pratique pour la production de masse ont finalement submergé l'enthousiasme suscité par l'expérience. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que seule une poignée de ces voitures survivantes restent opérationnelles aujourd'hui. La fascination de Leno pour la turbine a commencé des décennies avant qu'il n'en possède une, alors qu'il était encore adolescent et qu'il a découvert le véhicule à l'exposition universelle de 1964. Il l'a regardé voyager encore et encore sur la piste d'exposition fasciné par la machine futuriste, et même s'il ne pouvait pas le savoir, à l'époque, cette brève rencontre restera avec lui pendant des décennies, jusqu'à ce qu'il ait enfin l'opportunité d'en posséder une lui-même. Le design de la voiture a été créé sous Elwood Engel, tandis que les carrosseries remarquables ont été construites à la main à Turin, en Italie, par le légendaire carrossier Ghia. Mais la carrosserie ne représentait que la moitié de l'histoire, car sous cet extérieur élégant se trouvait un moteur qui semblait presque ridiculement polyvalent par rapport aux normes automobiles conventionnelles. La turbine pouvait fonctionner au diesel, au kérosène, et même à des liquides combustibles non conventionnels, tels que la tequila, démontrant à quel point la technologie était différente des moteurs à essence que les Américains étaient habitués à conduire. Entre 1963 et 1966, Chrysler a placé les voitures expérimentales à turbine auprès d'environ 203 familles américaines ordinaires dans le cadre de son programme d'évaluation auprès des consommateurs, offrant ainsi aux conducteurs de tous les jours l'expérience inhabituelle d'emmener une automobile à turbine au travail, au supermarché ou simplement dans leur quartier. Imaginez ouvrir votre porte de garage au début des années 1960 et découvrir que votre voiture familiale faisait le bruit d'un avion à réaction à chaque fois que vous tourniez la clé. Pour les personnes impliquées, il ne s'agissait pas simplement d'un essai routier, c'était un aperçu d'un avenir automobile possible qui n'est finalement jamais arrivé. Pendant des années, Leno conduisait régulièrement sa propre turbine, la traitant non pas comme un objet de musée fragile, mais comme ce que Chrysler avait initialement prévu qu'elle soit une automobile fonctionnelle. Puis l'inévitable s'est produit. Le moteur à turbine dérivé de l'avion s'est grippé, et soudain, une voiture qui avait déjà survécu contre toute attente est devenue un problème extrêmement coûteux. En particulier, parce que les pièces de rechange pour un groupe motopropulseur expérimental vieux de 6 décennies sont difficiles à commander chez un concessionnaire ordinaire. Le remettre sur la route a nécessité une chaîne de connexion presque incroyable.
Leno s'est finalement tourné vers Williams International, la société associée à l'ingénieur qui avait développé le moteur à turbine d'origine, et Greg Williams a aidé à constituer une équipe d'environ 60 vétérans liés au programme original. Il s'agissait de personnes qui comprenaient une technologie qui avait largement disparu de l'ingénierie automobile traditionnelle. Et on leur demandait en réalité de ressusciter un morceau de l'histoire de l'automobile considéré comme obsolète depuis des générations. Les spécifications techniques rendent la machine encore plus extraordinaire. La turbine peut tourner au ralenti à environ 22 000 tours par minute et dépasser 44 000 tours par minute en fonctionnement, tandis que les températures internes peuvent dépasser -300 degrés avant que de graves dommages ne deviennent préoccupants. À ce stade, l'appeler simplement une voiture classique semble presque inadéquat. Il s'agit d'une pièce fonctionnelle d'ingénierie expérimentale inspirée de l'aérospatiale qui possède 4 roues des sièges, un volant et suffisamment de comportement routier pour vous rappeler qu'elle était autrefois destinée à faire partie de la vie quotidienne américaine. Et pourtant aussi célèbre que soit la Chrysler Turbine Car, parmi les passionnés sérieux et les personnes familières avec la collection Leno, le prochain véhicule est presque tout le contraire. Ce n'est pas célèbre parce que ça a l'air extraordinaire. C'est remarquable parce que cela semble tellement ordinaire que la plupart des gens ne prendraient jamais la peine d'y regarder à 2 fois. Garez-le dans une rue de banlieue et presque personne ne s'arrêterait pour enquêter. À première vue, elle ressemble à une Ford Festiva, bon marché des années 1980, le genre de petite voiture économique qui existait pour assurer le transport de base sans exiger beaucoup d'attention. Elle est minuscule d'apparence pratique, oubliable et à peu près aussi éloignée de l'image d'une supercar que vous pourriez l'imaginer. Mais sous cet extérieur inoffensif se cache une machine si violemment surconçue que le contraste entre apparence et performance en devient presque comique. La transformation a commencé avec Chuck Beck et Rick Titus, 2 hommes dont les antécédents ont rendu l'idée considérablement moins ridicule qu'elle ne le paraissait initialement. Beck avait de l'expérience avec le programme Ford GT40 et avait déjà démontré sa volonté de tenter des combinaisons mécaniques que la plupart des constructeurs n'envisageraient même jamais. Titus, quant à lui, était un pilote de course qui avait fait l'expérience de l'extraordinaire Ford RS200 et commençait à se demander pourquoi il n'existait pas une machine américaine performante capable de fournir des performances tout aussi scandaleuses dans un ensemble complètement inattendu. Leur réponse a été de prendre le petit Festiva et de réaliser ce qui équivalait à une transplantation cardiaque automobile. Le moteur d'usine d'origine a été retiré et remplacé par le V6 Yamaha de 220 chevaux utilisé dans la Ford Taurus SHO, mais la folie ne s'est pas arrêtée là. Au lieu de laisser le moteur à l'avant là où les concepteurs d'origine l'avaient prévu, ils ont monté le V6 derrière les sièges avant et ont converti la voiture de la traction avant à la traction arrière. Le résultat fut appelé la Ford Shogun, et son plus grand atout était qu'elle ressemblait toujours presque exactement à la voiture économique bon marché, à partir de laquelle elle avait été créée. Ce n'était pas un accident ou une limitation, c'était toute la philosophie derrière le projet. Beck et Titus espéraient à l'origine produire jusqu'à 250 exemplaires par l'intermédiaire de leur société Special Editions, imaginant un marché pour une boutique exotique américaine capable d'offrir des performances sérieuses tout en portant le déguisement visuel d'un épicier. La réalité s'est toutefois révélée beaucoup moins coopérative. Un Shogun terminé coûtait environ 42 000 $ en 1990, ce qui représenterait un montant beaucoup plus élevé aujourd'hui, et convaincre les acheteurs de dépenser ce genre d'argent pour quelque chose qui ressemblait encore à un Festiva fortement modifié était un défi de vente presque impossible. Lorsque la production s'est finalement terminée, le plan ambitieux de centaines de voitures s'était effondré en une petite série de seulement 7 voitures clients, plus un prototype. Il n'en existait que 8 au total. Leno possède le châssis numéro 3, et contrairement à de nombreux collectionneurs qui pourraient garder une machine aussi rare, il a traité le Shogun comme quelque chose destiné à être apprécié. Il pèse environ 1 tonne, peut accélérer de 0 à 60 miles par heure en 4-6 secondes environ et parcourir le quart de mile en moins de 13 secondes, ce qui lui confère des performances qui pourraient embarrasser les voitures de sport beaucoup plus chères de la même époque. L'absurdité devient encore plus grande quand on se souvient à quoi ressemble la voiture. Une Porsche pourrait arriver à un feu rouge avec une silhouette conçue pour annoncer la vitesse, tandis que la Shogun pourrait s'arrêter en ressemblant à quelque chose qui venait d'être acheté pour faire un court trajet au supermarché. Leno a ensuite ajouté son propre système d'oxyde d'azote, poussant la petite machine déjà ridicule encore plus loin que les performances suggérées par son modeste extérieur. Et d'une manière ou d'une autre, les constructeurs n'ont pas complètement sacrifié le confort.
La Shogun a conservé la climatisation des sièges de course en cuir et un volant Momo, créant la combinaison bizarre d'une petite voiture économique, d'une machine de course sérieuse et d'un véhicule de rue étonnamment habitable. C'est précisément cette contradiction qui le rend si fascinant. Personne ne s'attend à ce qu'une voiture en forme de boîte de banlieue jetable se lance avec la violence d'une voiture de sport spécialement conçue. Mais même le Shogun commence à paraître presque conventionnel lorsqu'il est placé à côté des machines suivantes de la collection de Leno. Parce que certains véhicules sont étranges en raison de ce qui se cache sous leur carrosserie, tandis que d'autres sont étranges parce que les carrosseries elles-mêmes ressemblent à peine à tout ce que nous reconnaissons comme une voiture. C'est le genre de machine qui vous oblige à cesser de considérer les automobiles comme un moyen de transport et à commencer à les considérer comme des œuvres d'art industrielles roulantes. C'est là que le designer Randy Grubb entre dans l'histoire. Grubb a passé des années à créer des machines qui brouillent la frontière entre véhicules fonctionnels et sculptures mécaniques, et peu de créations démontrent mieux cette philosophie que ces décapodes. Ils semblent avoir échappé à une version alternative du futur imaginée par un artiste dans les années 1930 qui savait que les scooters deviendraient un jour des vaisseaux spatiaux personnels. La relation de Leno avec Grubb remonte à plus d'une décennie, commençant lorsque Leno a acheté l'extraordinaire Blastolen Special de Grubb, une machine si scandaleuse que Leno a adopté le surnom de « wagon-citerne ». Mais Grubb n'était pas intéressé à simplement répéter la même idée avec une autre machine surdimensionnée. Pour ses prochaines créations, il est parti de quelque chose de presque ridiculement ordinaire, les scooters Piaggio. En utilisant à la fois un modèle à 2 roues et un MP3 à 3 roues, comme fondation Grubb a supprimé leur apparence d'usine et les a reconstruits à la main. Les décapodes qui en résultent ont des corps longs bas et aérodynamiques avec un caractère art déco distinctif, ressemblant moins à des scooters conventionnels qu'à un vaisseau spatial personnel conçu pour un film de science-fiction des années 1930. L'inspiration est délibérément théâtrale, et Grubb a comparé le concept à quelque chose qui ressemble à un appareil de mobilité personnelle du monde de Flash Gordon. Pourtant, sous cette apparence scandaleuse, se cache une véritable ingénierie plutôt qu'une sculpture statique. Grubb a retiré environ 25 livres de carrosserie en plastique d'usine de chaque scooter, et l'a remplacé par des panneaux en aluminium formés à la main soigneusement façonnés et rivetés ensemble selon des méthodes traditionnelles. La carrosserie finie est restée remarquablement proche du poids d'origine, tout en transformant l'humble scooter en quelque chose qui semblait appartenir à un musée futuriste plutôt qu'à une rue de la ville. La fondation mécanique est également restée fonctionnelle. Les décapodes peuvent se pencher dans les virages, un peu comme les scooters ordinaires peuvent atteindre des vitesses approchant les 70 miles par heure, et ont été conçus dans un souci d'aérodynamisme plutôt que simplement d'apparence. Grubb a même fait valoir que la forme contribue à réduire les vibrations du vent latéral qui peuvent affecter les anciennes motos fermées, ce qui signifie que sous tout le drame visuel se cache une machine qui a été réellement conçue pour fonctionner. Seul un petit nombre a été construit parmi les variantes prévues, ce qui rend chaque exemplaire survivant inhabituel, même selon les normes de la collection de Leno. Leno s'est retrouvé avec 2 des premiers exemplaires, offrant ainsi à son garage une autre paire de véhicules qui ne peuvent être confortablement placés dans aucune catégorie automobile familière. Ce ne sont pas des muscles-cars, ni des automobiles de luxe, ni des motos conventionnelles, ni vraiment des machines de rue au sens traditionnel du terme. Ce sont des expériences continues en matière de conception, d'ingénierie, de savoir-faire et d'imagination. Chacun a été créé individuellement par un artisan travaillant à Grants Pass, dans l'Oregon, plutôt que de sortir d'une usine géante produisant des milliers de véhicules identiques. Cette individualité est précisément la raison pour laquelle Leno les conserve, car sa collection n'est pas simplement un catalogue des voitures les plus chères jamais construites. Error 500 server, error 500, that's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Et c'est là que la collection de Leno devient bien plus intéressante qu'une simple liste de voitures rares. La vraie valeur de ces machines ne se trouve pas toujours dans leurs étiquettes de prix ou leurs fameux badges. Parfois, on trouve dans l'histoire pourquoi ils ont été construits, à quel point ils ont failli disparaître et pourquoi une personne s'est suffisamment souciée de les sauver alors que presque tous les autres étaient une partie. Error 500 server, error 500, that's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Cela semble tout à fait ordinaire et c'est exactement pourquoi presque personne ne s'en souvient. Une marque automobile complète dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Quelque part dans la collection se trouve une Cunningham C3, un coupé construit par une entreprise que la plupart des Américains ne pourraient pas identifier
si vous mettiez son nom devant eux. Briggs Cunningham, héritier d'une fortune de conditionnement de viande, a passé des années dans une petite fortune à essayer de faire quelque chose qu'aucun Américain n'avait réussi à remporter, les 24 heures du Mans, avec une voiture et un pilote américain. En 1952, les organisateurs de la course changèrent les règles et lui dirent que s'il voulait s'inscrire en tant que constructeur, il devait d'abord construire 25 voitures homologuées pour la route. Cunningham n'avait jamais eu l'intention de diriger une véritable entreprise automobile. Il en a quand même construit une dans une usine de West Palm Beach en Floride, équipant chaque voiture d'un châssis de course modifié et d'une Chrysler MI8, capable de pousser la voiture d'un arrêt à 60 000 à l'heure en 7 secondes environ, avec une vitesse de pointe proche de 150. Construire les voitures entièrement en Amérique s'est avéré trop coûteux. Les châssis terminés ont donc été expédiés de l'autre côté de l'Atlantique au carrossier italien Vignale, en travaillant à partir d'un dessin écrit par Giovanni Michelotti, puis renvoyés aux États-Unis pour être vendus. Chaque voiture a nécessité près de 2 mois de travail manuel et le produit fini coûtait entre 9 et 11 000 $ à une époque où une Cadillac pouvait être achetée pour un tiers de ce montant. La production s'est terminée avec exactement 25 exemplaires terminés, 5 cabriolets ouverts et 20 coupés, et le musée d'art moderne a considéré le design suffisamment important pour la nommer l'une des 10 meilleures automobiles contemporaines de 1953. L'équipe de Cunningham n'a jamais réellement gagné au Mans. Ils ont terminé 3e au classement général en 1953 et 1954, un résultat véritablement remarquable pour une petite opération américaine qui courait contre des équipes d'usines Ferrari et Jaguar. Aero 500 Silver, Aero 500, that's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Une deuxième turbine des décennies plus tard, et personne n'en parle. Bien après que Chrysler ait mis de côté son rêve de turbine, un projet de turbine totalement différent a commencé de la même manière que la plupart des constructions les plus étranges de Leno commencent comme une idée esquissée sur une serviette. Cette fois, la conversation a eu lieu entre Leno et Bernard Joukli, le chef mécanicien de longue date qui gère son garage au quotidien. Joukli a présenté le concept à Ed Wellborn, alors vice-président du design mondial de General Motors, et en 2 semaines, le studio de design avancé de GM à North Hollywood avait transformé des ébauches en une forme réelle, empruntant des repères visuels aux avions de combat et aux voitures de Formule 1. Le résultat, appelé EcoJet, a fait ses débuts au salon SEMA 2006 à Las Vegas, construit autour d'un cadre en aluminium hydroformé, Corvette Z06, modifié et enveloppé dans un corps en fibre de carbone superposé sur Kevlar. Sous ce corps se trouve une Honeywell LT101, la même turbine utilisée dans les hélicoptères Bell 222 et les hélicoptères de sauvetage de la garde côtière américaine, produisant environ 650 chevaux. Il fonctionne au biodiesel, avec un deuxième petit réservoir de carburéacteur, réservé uniquement au démarrage du moteur, avant le basculement du système. L'économie de carburant est une plaisanterie, se dit Leno, puisque l'EcoJet gère quelque chose aux alentours de 6 000 au gallon, ce qui signifie qu'il n'est vraiment pratique de conduire qu'après une bonne récolte. Sur le papier, la voiture est théoriquement capable d'atteindre des vitesses approchant les 245 000 à l'heure. En pratique, cela n'existe qu'à titre de démonstration, une preuve qu'une turbine pouvait encore fournir des performances sérieuses des décennies après la fin discrète de l'expérience originale de Chrysler. Mettez les 2 voitures à turbine côte à côte, et vous obtenez une conversation de 40 ans entre 2 époques différentes d'ingénieurs, tous deux poursuivant la même idée étrange, tous deux finalement abandonnés par l'industrie qui les entoure. La plupart des fans qui regardent l'émission de Leno se souviennent des McLaren et des Lamborghini. Presque aucun d'entre eux ne se souvient que son garage organise discrètement 2 tentatives distinctes visant à installer un moteur à réaction dans une voiture de route construite à des décennies d'intervalle. Et les turbines ne sont pas la seule technologie disparue stationnée dans ce bâtiment. Des marques entières ont également disparu, et plusieurs d'entre elles se trouvent à seulement quelques mètres. Des marques qui ont disparu, des voitures qui ont survécu. Avancez plus loin dans la collection, et les badges commencent à disparaître de la mémoire encore plus rapidement. Il y a un Will Sinclair construit par un homme nommé C. Harold Wills, qui n'était pas un étranger qui s'adonnait aux voitures. Il a été l'un des premiers employés d'Henry Ford, reconnu pour avoir développé l'acier nickel-chrome vanadium utilisé dans le châssis du modèle T, et même écrit à la main le script de l'emblème ovale bleu de Ford. Wills a quitté l'entreprise multimillionnaire en 1919 et a utilisé cet argent pour construire des voitures sous son propre nom à Marysville, Michigan, propulsées par un V8 à cams en tête qui se refroidissait sans pompe à eau.
L'entreprise a construit entre 12 et 14 000 voitures avant de fermer ses portes, et on estime qu'environ 80 seulement survivent aujourd'hui. L'exemple de Leno a passé des décennies enfermé dans un conteneur d'expédition dans le désert avant d'être sauvé et restauré. Il existe également une NSU Spider, la première voiture à moteur rotatif jamais vendue au public, construite par un petit constructeur allemand des années, avant que Mazda ne rende célèbre le moteur Wankel. Seulement 375 exemplaires ont été construits entre 1964 et 1967, chacun développant une modeste puissance de 54 chevaux, grâce à un moteur placé sous le coffre arrière. NSU a finalement parié tout l'avenir de l'entreprise sur une berline rotative plus grande. Les mêmes problèmes d'étanchéité qui affligeaient le Spider les ont rattrapés et la marque a finalement été absorbée par ce qui est devenu Audi. Et il y a un Jensen CV8, un grand touraire britannique, qui associe une grande et paresseuse Chrysler 5.8 américaine à une carrosserie en fibre de verre sur des portes en acier et des amortisseurs réglables qui ressemblent plus à de la science-fiction qu'à l'ingénierie des années 1960. Seulement environ 500 exemplaires ont été construits entre 1962 et 1966, et le modèle a passé des décennies dans l'ombre de son successeur, le plus célèbre, le Jensen Interceptor. Aucune de ces trois marques ne survit aujourd'hui sous une forme significative. Chacun représente une entreprise qui a essayé quelque chose de véritablement différent, et qui a de toute façon perdu la bataille commerciale. Et la toute dernière voiture de cette liste est la preuve que parfois les plus grandes marques cachent les secrets les plus rares, pas les plus petits. La Mercedes qui ne devrait officiellement pas exister. Au départ, la Mercedes-Benz 600 n'a jamais été une voiture de luxe normale. Chaque vitre, le toit ouvrant les sièges, et même le couvercle du coffre fonctionne grâce à un système hydraulique complexe au lieu de moteurs électriques ordinaires. Et il a été construit dans les années 60 et 70 sans réelle considération de coût. Cela en faisait la voiture la plus chère du monde au lancement même au-dessus d'une Rolls-Royce à l'époque. Et c'est devenu le choix par défaut des chefs d'État, des pôles d'attraction et de nombreux dirigeants autoritaires aux côtés de propriétaires célèbres comme John Lennon et Elvis Presley. L'ingénierie derrière tout cela était presque absurdement surconstruite. Mercedes a doté la 600 d'une carrosserie entièrement en acier boulonné sur un châssis en acier si rigide que le fait de soulever un coin de la voiture soulèverait les deux pneus de ce côté du sol. Il pesait plus de 5000 livres entièrement équipé, mais son V8 de 6,3 litres pouvait encore le pousser à une vitesse de pointe d'environ 130 000 à l'heure. Seul un petit nombre de variantes exotiques ont quitté l'usine. Une landoulette avec une partie arrière convertible pour le défilé, une limousine Pullman allongée avec des sièges supplémentaires orientés vers l'arrière et une version entièrement blindée construite en interne pour les clients qui en avaient besoin. Error 500 server error 500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. L'exemplaire de Leno de 1972 en possède un de toute façon construit par Karl Mittelhoff, un restaurateur spécialisé connu spécifiquement pour son travail sur la 600 qui a équipé le V8 de 6,3 litres d'origine d'une injection de carburant et d'un compresseur qui pousse la puissance d'environ 300 chevaux à environ 525. Cela en fait pour autant que chacun puisse le déterminer la seule 600 suralimentée existant au monde. Leno a plaisanté en disant qu'il avait effrayé un Iranien plus âgé qui pensait qu'il était suivi par la police secrète du Shah, ce qui montre à quel point cette voiture spécifique est étroitement liée à l'ère des hommes forts qui la favorisait autrefois. La restauration elle-même est notoirement punitive. Le remplacement d'un seul interrupteur de fenêtre sur une 600 d'origine peut coûter des milliers de dollars, et le système hydraulique qui gère presque toutes les fonctions de la voiture est largement considéré comme l'un des plus difficiles au monde à entretenir correctement, ce qui explique en partie pourquoi si peu de propriétaires osent réellement conduire le leur. Leno conduit le sien de toute façon. Cela plus que toute autre chose sur cette liste reflète ce qui rend son garage véritablement différent d'un musée automobile typique. Un musée protège les objets rares derrière une vitre et attend que vous les admiriez de loin. Leno démarre les moteurs. Il conduit les voitures à turbine, les Ford couchettes, les marques disparues, et apparemment même une Mercedes qui ne devrait techniquement pas exister. Et il les traite toutes de la même manière qu'il traite ses voitures les plus célèbres comme des machines construites pour être comprises, pas seulement exposées. La véritable histoire de cette collection n'a jamais été de savoir quelle voiture vaut le plus d'argent. Il s'agit du nombre de machines véritablement remarquables qui peuvent rester bien en vue pendant des années avant que quiconque ne remarque ce qu'elles sont réellement. Si vous deviez deviner lequel d'entre eux pensez-vous que la plupart des gens sont passés devant sa chaîne sans jamais se rendre compte de ce qu'ils regardaient ?
Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à notre chaîne. Pour des histoires plus intéressantes comme celle-ci, assurez-vous de cliquer sur la vidéo suivante qui apparaît sur votre écran. Vous ne savez jamais ce que vous découvrirez ensuite.